Dès que j'ai repris conscience, j'ai voulu sortir du lit. J'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas pu. Quelque chose me retenait au lit. Je ne pouvais bouger aucune partie de mon corps. Je me sentais complètement handicapé. J'ai essayé encore et encore, mais je ne pouvais pas bouger mon corps, ni mes mains, ni mes jambes. Toutes les parties de mon corps étaient dans le même état. J'ai voulu ouvrir les yeux pour voir ce qu'il en était, mais je n'ai pas pu le faire non plus. J'avais l'impression que quelqu'un avait placé un poids énorme sur mes yeux. J'aurais lutté longtemps pour les ouvrir, mais je ne pouvais même pas les bouger. Des larmes ont coulé de mes yeux, se sont écoulées dans mes oreilles et sur l'oreiller. J'étais dans un état où je ne pouvais bouger aucune partie de mon corps. Je ne pouvais même pas me rappeler qui j'étais. J'ai essayé de me creuser les méninges, mais rien ne m'est venu à l'esprit. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai compris qu'ils s'approchaient de moi. Je voulais les voir et les appeler, mais je n'y arrivais pas. Au moins un de mes doigts fonctionnait et je parvenais à verser quelques larmes. Puis j'ai entendu quelqu'un crier: « Docteur, venez ici. » Le patient pleure. Ces mots ont déclenché une activité intense autour de moi. Je sentais la présence de nombreuses personnes. Quelqu'un est venu me voir pour vérifier les battements de mon cœur. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'injectait quelque chose. On m'a injecté quelque chose dans la main. Mon corps s'est alourdi et j'ai de nouveau perdu connaissance. Lorsque j'ai repris conscience pour la deuxième fois, la pièce était silencieuse. J'ai senti un contact sur ma tête, et quelqu'un me caressait la tête en disant: « Docteur, ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait pas dû se produire. Nous devons l'arrêter immédiatement. » Nous avons eu de la chance que l'infirmière nous ait déjà informés. S'il avait repris ses esprits, cela aurait été désastreux. Nous aurions pu perdre notre emploi et notre réputation. Nous aurions été ruinés. Nous devons être plus prudents maintenant. Je vous ai dit d'y veiller, mais vous n'avez pas tenu compte de mes paroles. Votre négligence aujourd'hui nous a obligés à faire face à un tel jour. Je ne m'attendais pas à cela de votre part, mais que pouvons-nous faire maintenant? À partir de maintenant, vous devez le surveiller toutes les heures. Je ne tolérerai plus aucune négligence ou laxisme de votre part. D'abord, changez cette infirmière et adaptez ses tâches. Comme aujourd'hui, elle a failli provoquer c'est le branle-bas de combat dans tout l'hôpital. On ne peut pas lui faire confiance. Elle risque de parler devant tout le monde. Prenez des dispositions pour la faire taire. Faites tout ce qu'il faut, même s'il faut la tuer. Si vous pouvez la faire taire avec de l'argent, payez-lui de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et ne laissez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui s'ébruiter. Nous avons échappé de justesse à un désastre aujourd'hui. Si nous avions été plus tard, beaucoup de choses auraient pu arriver. Vous comprenez bien que cela n'aurait pas été une chance. La première personne s'arrêta de parler, et la seconde ajouta: « Personne ne sait mieux que moi à quel point les conséquences auraient pu être désastreuses. Tu n'as plus à t'en préoccuper. Je vais m'en occuper. Et je vais m'occuper de cette infirmière maintenant. Après aujourd'hui, on ne la verra même plus près de cette cabine. Elle est seule dans l'hôpital avec eux. » Les deux ont quitté les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi ces gens ne me laissaient pas reprendre conscience. Je pouvais tout entendre, mais je ne pouvais pas bouger mon corps. S'ils étaient mes ennemis, pourquoi s'occupaient-ils de moi? Pourquoi me soignaient-ils? Je n'arrivais pas à comprendre leurs actions. Tout ce que je voulais, c'était ouvrir les yeux. Mais je n'y arrivais pas du tout. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Lorsque la porte s'est rouverte, j'ai entendu les pas de quelqu'un s'approcher de moi. Quelqu'un est venu et a commencé à me laver le visage et les mains avec un chiffon mouillé, en se demandant à haute voix comment ainsi bon. Écoutez, vous n'avez pas eu de chance. Avez-vous déjà entendu parler d'une chose pareille? Il est dans le coma depuis 12 ans. En entendant cela, j'ai été choqué. J'étais dans le coma depuis 12 ans. Étais-je resté immobile sur ce lit pendant tout ce temps? Ma respiration a commencé à s'accélérer. J'avais du mal à respirer. L'infirmière semblait surprise de me voir. J'étais angoissé et j'ai dû appeler quelqu'un, car peu après, j'ai senti une autre personne à mes côtés, qui donnait des instructions à l'infirmière et s'assurait que tout allait bien. On m'a fait une autre injection et j'ai de nouveau perdu connaissance. Lorsque je suis revenu à moi, je ne pouvais toujours pas ouvrir les yeux. Je voulais absolument voir qui étaient ces gens, même après avoir récupéré. Ils n'ont pas voulu me laisser récupérer complètement. Ils ont continué à me faire des injections pour m'assommer. Pourquoi perdais-je continuellement connaissance et pourquoi étais-je à l'hôpital? J'ai exigé des réponses. Que m'était-il arrivé? Que s'était-il passé pour que je me retrouve dans le coma? Malgré mes efforts,
Je ne me souvenais de rien. J'entendais deux personnes parler tout près de moi. Elles semblaient s'inquiéter de mon état de santé. J'ai voulu savoir ce que j'avais fait pour qu'ils aient si peur que je reprenne conscience. Ils ne m'ont pas laissé revenir à moi, même après ma guérison. Quelle obligation les obligeait à me garder inconsciente? Pourquoi le médecin était-il complice au lieu de m'aider à me rétablir? Il voulait me garder inconscient et dans le coma alors que le travail d'un médecin est de soigner les malades et que j'étais là pour les guérir. Ils ont discuté longtemps de choses et d'autres, mais ils ne savaient pas que j'entendais tout parce qu'ils ne se rendaient pas compte que j'avais repris conscience depuis longtemps. J'attendais qu'ils viennent parler. En les écoutant, j'espérais apprendre quelque chose sur moi-même. C'était le seul moyen. Je pouvais découvrir mon identité. J'ai décidé de ne pas bouger et de ne pas montrer de signes de conscience devant qui que ce soit, car je savais que cela ne ferait que me nuire. Ils allaient me faire une autre injection pour m'assommer, et je voulais rester consciente. Je suis restée consciente le plus longtemps possible, sauf pour ces deux personnes et l'infirmière. Je n'avais plus peur parce que je savais qu'ils ne me tueraient pas. S'ils avaient voulu me tuer, ils auraient pu le faire pendant toutes ces années. Ils ne m'auraient pas maintenu dans le coma, une injection létale aurait suffi. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils avaient besoin de moi en vie. Ils avaient besoin de moi en vie, et je devais découvrir ce que c'était. Je devais aussi découvrir ma propre identité. Un jour, alors que j'étais couché dans mon lit, j'ai essayé de bouger lorsque quelqu'un est entré bruyamment dans la cabine, accompagné des deux personnes précédentes. La nouvelle personne criait, demandait ce que j'entendais, si son état s'améliorait, comment c'était possible, comment le médicament que je lui avais suggéré pouvait fonctionner et exigeait de savoir ce qu'il faisait là. Je lui ai fait comprendre qu'il devait être conscient des risques s'il reprenait conscience. J'ai entendu dire que des larmes coulaient de ses yeux l'autre jour. J'ai demandé à mes interlocuteurs de me tenir au courant de son état à chaque étape. Pourquoi n'ai-je pas été informé? La colère de l'homme ne s'est pas apaisée. L'un des deux premiers a répondu: ce n'est pas ce que vous. Je veux que vous sachiez qu'aucune larme n'a coulé de ses yeux. C'est une solution saline qui a coulé, que l'infirmière a pris pour des larmes. Si cela avait été vrai, je vous en aurais informé moi-même. La nouvelle de sa guérison est totalement fausse. Son état ne s'est pas amélioré du tout. Il est toujours le même, comme un cadavre vivant. Il ne fait que respirer et ce, grâce à nous. J'ai été très surpris. J'ai été déconcerté par les paroles de cet homme parce qu'il mentait. Soudain, j'ai senti une main forte me serrer la gorge. Quelqu'un me serrait le cou en parlant d'une voix pleine de haine. J'ai immédiatement reconnu cette voix et, à ce moment-là, tous mes vieux souvenirs ont refait surface. Chaque moment de ma vie a défilé devant mes yeux en un instant. J'ai ouvert les yeux et j'ai repoussé l'homme en exerçant une force sur lui. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les trois personnes dans la pièce. Elles étaient très étonnées. Je les connaissais très bien. À ce moment-là, mon corps s'est remis à fonctionner. Je me suis soudain redressé, ce qui a provoqué une vive douleur dans tout mon corps. Je l'ai ignoré et suis restée assise. Les deux hommes m'ont jeté un coup d'œil. L'homme à terre m'a regardé avec des yeux effrayés, puis s'est levé brusquement et a quitté la pièce. Les deux autres ont également quitté la pièce immédiatement, mais je les avais tous vus et reconnus. J'avais fini de les laisser partir. J'avais un jour fait confiance à cet homme, et cette grave erreur m'avait conduit à la situation actuelle. L'hôpital tout entier était désormais en proie au chaos. Je m'appelle Samama Mumtaz. J'ai 39 ans. Je suis né et j'ai grandi dans une famille riche. Mon père était millionnaire. Nous possédions un hôpital privé dans la ville où nous offrions des traitements médicaux gratuits aux patients. Mon père était un homme extrêmement bon et juste. Il servait les gens sans aucun motif égoïste. Sa richesse ne l'a jamais poussé à se montrer arrogant à l'égard de ses possessions. C'était un homme de bonne conscience et de générosité. Notre hôpital était célèbre dans toute la ville. Tous ceux qui ont rencontré mon père s'en souviennent toute leur vie. À l'âge de 25 ans, il a épousé ma mère, qui venait d'une famille pauvre. Mon grand-père était déjà décédé et ma grand-mère était en phase terminale d'un cancer. Elle avait l'habitude de l'amener à notre hôpital pour qu'elle y soit soignée. Mon père était parfaitement au courant de leur situation. Il savait que ma mère et ma grand-mère avaient été expulsées de leur maison après la mort de mon grand-père. Une voisine, touchée par leur situation et la maladie de ma grand-mère, les avait hébergés chez elle. Cependant, la mère de la voisine leur a fourni une assistance juridique ainsi qu'un soutien financier. Il a souvent suggéré à ma mère et à ma grand-mère de louer un logement, en proposant de payer le loyer. Mais elles n'ont jamais accepté. Elles se sentaient en sécurité dans cette maison,
pensant que ce serait un endroit sûr pour ma mère au cas où il m'arriverait quelque chose. Mon père ne connaissait pas la véritable nature des difficultés que ma mère endurait dans cette maison. Un jour, ma mère est venue à l'hôpital avec ma grand-mère, qui était alors dans ses derniers jours. Ce jour-là, ma grand-mère a supplié mon père d'épouser ma mère, réalisant que son temps était presque écoulé. Elle a révélé les véritables difficultés du foyer dans lequel il vivait. Mon père a accepté, honorant ma grand-mère comme il l'aurait fait pour sa propre mère. Il voyait en elle le reflet de sa mère, et il savait que la rendre heureuse le rendrait heureux. Il a épousé ma mère. Elle a accueilli la mort avec sérénité, sachant que sa fille était entre de bonnes mains. Mon père a tenu la promesse qu'il avait faite à ma grand-mère et a ramené ma mère à la maison, la présentant avec beaucoup d'honneur à sa famille. Il n'a jamais laissé ma mère penser qu'elle venait d'une famille pauvre ou d'un milieu différent. Ils ont commencé à vivre une vie heureuse ensemble. 4 ans plus tard, dans la joie de leur foyer, je suis né. Mon père m'a donné un nom. Il voulait que je devienne un médecin compatissant comme lui et que je m'occupe de l'hôpital après lui. Mon père parlait souvent de moi comme d'un médecin, d'une vie dans la médecine. Ma mère avait d'autres idées pour moi. Elle voulait que je possède une ferme, mais je n'en avais pas envie. Mon père lui a dit que je serais médecin comme lui et que ses souhaits pourraient être exaucés avec un autre enfant. Cependant, les années ont passé sans qu'il y ait d'autres frères et sœurs. À l'âge de 11 ans, ma mère est décédée subitement, nous laissant seuls, mon père et moi. Je n'ai pas pu accepter son départ. Ma santé mentale et physique a commencé à se détériorer, ce qui a conduit à mon hospitalisation pendant 2 semaines. Pendant des mois, j'ai eu du mal à accepter la disparition de ma mère et mon père en a été profondément affecté. Il a essayé de rester fort pour moi, mais voyant mon état empirer, quelqu'un a suggéré à mon père de se remarier. Au départ, il ne voulait pas se remarier, mais compte tenu de mon état de santé, il a décidé de le faire. Il n'était pas difficile pour un homme bon et riche comme mon père de trouver une femme, mais il voulait quelqu'un de sensible qui s'occuperait de moi, me comprendrait et me donnerait l'amour maternel dont j'avais besoin. Après mûre réflexion, il a épousé une veuve qui avait un enfant de 15 ans. Mon beau-père et mon demi-frère étaient tous deux de bonnes personnes. Ma belle-mère s'est beaucoup occupée de moi et m'a profondément aimé. Je me suis rapidement attaché à elle, mais je n'ai jamais pu chasser ma mère biologique de mon cœur. Après avoir terminé mes études de médecine, j'ai travaillé pour réaliser le rêve de mon père. J'ai commencé à travailler à l'hôpital, et mon frère a également voulu rejoindre ce secteur, inspiré par moi. Cependant, comme il était un peu faible sur le plan scolaire, mon père lui a suggéré d'étudier plutôt le génie logiciel. Le médecin était connu et avait de bonnes relations. Il a dit à mon frère: j'ai organisé ton admission dans une université prestigieuse à l'étranger. Ton vol aura lieu la semaine prochaine. Le visage de mon frère a changé en entendant cela. Il n'avait jamais voulu partir à l'étranger, mais notre père n'a pas tenu compte de ses réticences, car il voulait qu'il réussisse dans la vie. Il voulait aussi le sortir du piètre niveau d'éducation de notre pays. Ma mère, quant à elle, n'était pas satisfaite de cette décision, mais elle n'a jamais accepté d'envoyer mon frère à l'étranger. Mon père a expliqué que tout cela était pour le bien de mon frère. Il voulait s'assurer qu'il termine ses études et qu'il soit autonome. Il ne trouverait pas de bon emploi compte tenu de ses capacités actuelles. Ma mère a de nouveau objecté, disant qu'il n'avait pas besoin de travailler alors qu'il possédait toute cette richesse. Il peut en vivre toute sa vie sans travailler. Malgré la résistance de ma mère, mon père est resté ferme dans sa décision et a veillé à ce que rien ne manque à l'éducation de mon frère grâce à ses relations. Le temps passa ainsi. Un jour, à l'improviste, mon père a appelé un avocat à la maison dans la soirée. Je venais de rentrer de mon service à l'hôpital et j'ai trouvé ma mère en train de faire les 100 pas dans la maison, inquiète. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle n'a pas répondu grand-chose. Je suis inquiète parce que mon fils n'a pas appelé depuis quelques jours. Je l'ai rassuré et lui ai dit que j'allais parler à mon père pour qu'elle puisse parler à mon frère. Je lui ai demandé où était mon père et elle m'a répondu qu'il était dans le bureau. En m'approchant de la pièce, j'ai vu l'avocat partir. J'ai demandé à mon père ce qui se passait. Papa,
Pourquoi as-tu appelé un avocat? En rappelant que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. Il m'a ensuite révélé qu'il m'avait transféré la propriété de l'hôpital à partir d'aujourd'hui. Vous êtes responsable de l'hôpital, me dit-il en me tendant un dossier. Mon fils, j'ai construit cet hôpital avec beaucoup d'efforts. C'était mon rêve. J'y ai travaillé dur, et même si ton grand-père m'a beaucoup aidé, j'ai investi beaucoup de temps et d'efforts dans cet hôpital. Et j'attends de toi que tu poursuives ce travail après mon départ. J'ai toujours pris soin de cet hôpital comme s'il s'agissait de mon propre enfant, et j'espère que vous ferez de même. À partir d'aujourd'hui, je te transfère la propriété de cette maison, de certains terrains et de notre entreprise familiale. Au nom de ton demi-frère, j'espère que vous n'avez pas d'objection à cela. Je lui ai promis de ne jamais le laisser tomber. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans les jours suivants. En l'espace de 2 mois, j'ai été confronté à des pratiques contraires à l'éthique. Les plaintes ont commencé à affluer de toutes parts. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon père est devenu mécontent de moi. Il était mécontent des plaintes déposées contre l'hôpital. Elles allaient de la contrefaçon de médicaments aux frais excessifs. Je n'avais jamais fait payer personne. Je gérais l'hôpital gratuitement. Mon père, lui, l'avait fait. Je n'ai trouvé aucune réponse. Entre-temps, mon père a eu une légère crise cardiaque. Il est devenu si distant dans sa déception que je n'ai pas pu le ramener. Il est décédé, et je me suis senti incroyablement isolé pendant cette période difficile. Ma belle-mère m'a soutenu et a ramené mon frère d'Amérique. Il m'a suggéré de faire une pause à l'hôpital, compte tenu de son mauvais état et de ma santé. Sa logique était bonne, mais je ne pouvais pas abandonner l'hôpital. C'est alors que mon frère m'a proposé de s'en occuper pendant un certain temps. J'ai accepté cette offre, pensant que c'était par amour, mais je ne savais pas le gâchis qu'il était en train de créer. Une fois que je me suis senti un peu mieux, j'ai décidé d'aller à l'hôpital, mais ma mère et mon frère me l'ont déconseillé. Mais j'étais déterminé à aller à l'hôpital. Ils voulaient que je reste à la maison et que je me concentre sur ma santé, mais je savais que je devais y aller. Nous sommes restés à la maison, pensant que c'était par amour, mais j'ai vite compris qu'ils conspiraient contre moi. Chaque fois que j'essayais de me rendre à l'hôpital, ils m'en empêchaient. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas et j'étais déterminé à trouver ce qui n'allait pas. Un jour, un appel d'un médecin de l'hôpital a confirmé mes soupçons. Un soir, j'ai fait semblant de dormir à la maison et je me suis rendu en cachette à l'hôpital. À mon arrivée, j'ai vu ce que j'attendais de voir. L'hôpital, qui était au nom de mon père, portait désormais le nom de mon frère. La photo de mon père avait été retirée et celle de mon demi-frère était accrochée là. À l'intérieur de l'hôpital, tout avait changé. Les prix des médicaments, des tests et des traitements avaient grimpé en flèche. Même un examen de base commençait à coûter des milliers d'euros. Étourdi par ces révélations, je me suis rendu à la réception pour demander mon frère. Je me dirigeais vers sa cabine, pensant le confronter, mais je me suis arrêté à l'extérieur lorsque j'ai entendu des bruits provenant de l'intérieur. J'ai eu l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai rapidement sorti mon téléphone, envoyé un message à l'avocat et j'ai fait irruption dans la cabane. En me voyant, ma belle-mère et mon frère ont perdu la tête. Ils avaient été pris au dépourvu. Ils n'avaient plus rien à dire. Mon frère, sans essayer d'expliquer quoi que ce soit, me frappa violemment la tête avec un objet lourd. Ma tête a éclaté et le sang a commencé à couler. Tout est devenu noir devant mes yeux. Je me suis effondré sur place et j'ai perdu connaissance. 12 ans plus tard, j'ai repris conscience. Je sais maintenant que ma belle-mère et mon frère ont agi de la sorte par souci de propriété. Mon père avait cédé son entreprise à mon frère, mais il voulait aussi cet hôpital parce qu'à ses yeux, un hôpital privé n'était rien d'autre qu'une entreprise rentable. C'est pourquoi il voulait le diriger. Il voulait gérer l'hôpital comme une entreprise rentable. Il était prêt à payer pour cela des médicaments coûteux, des tests coûteux et des honoraires élevés. Cependant, lorsqu'il a découvert que mon père avait repris l'hôpital à mon nom, il a perdu la tête. Il pensait que tout lui reviendrait après notre père. Il avait l'intention de tout gérer à sa façon. Mais lorsqu'il a appris que la propriété devait être divisée,
Il est rentré d'Amérique et a commencé à se livrer à des activités contraires à l'éthique à l'hôpital. Il voulait me rabaisser aux yeux de mon père. Il voulait prouver que je n'étais pas apte à gérer l'hôpital. Il voulait prouver que je n'étais pas apte à diriger l'hôpital. Il voulait prouver que je n'étais pas apte à gérer l'hôpital pour qu'on le lui confie. Il a bien réussi dans ses entreprises jusqu'à ce qu'il soit finalement attrapé par nos agents. Mon père a été tué à cause de cela. Il m'aurait tué moi aussi ce jour-là, mais il a été obligé de me garder en vie avant d'entrer dans la cabine. J'avais entendu dire qu'après avoir appris les actes de mon frère, notre père avait tout transféré à mon nom. À l'extérieur de la cabane, j'ai envoyé un message à mon avocat. S'il m'arrivait quelque chose ou si je mourais, tous mes biens devraient être donnés à l'hôpital. Mon demi-frère avait dû me maintenir en vie comme un cadavre vivant pendant tant d'années. Il vivait confortablement sous le couvert de ma maladie. Il a vu que je n'étais plus en vie. Il s'est enfui, effrayé, lorsqu'il a repris conscience. Mais la police est arrivée à temps et a mis l'hôpital sous scellé. Ils l'ont ensuite arrêté. L'hôpital était rempli de médicaments contrefaits. Il est resté fermé pendant un mois. J'ai fait des changements dans tout l'hôpital et je l'ai reconstruit comme mon père l'avait souhaité. 4 années se sont écoulées depuis l'incident. Mon frère est toujours en prison et je ne sais pas où est passée ma belle-mère. Mon hôpital offre toujours des services médicaux gratuits aux patients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne,